Bonjour, je m'appelle Thierry Voisin, je suis chef de cuisine aux Saisons à l'Imperial Hotel et aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience au Japon, 20 années passées ici, c'est quand même important, mais également de ce qui s'est passé en France avant et qui a vraiment conditionné ma façon de faire et ma façon de voir les choses. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Itinéraire singulier, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui osent entreprendre, créer et se réinventer au Japon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Voisin, chef français à la tête de l'Imperial Hotel de Tokyo depuis 2005. Il a commencé la cuisine à seulement 15 ans, a dirigé plusieurs grandes maisons en France dont les Crayara à Reims, avant de partir vivre une aventure singulière au Japon. Dans cet épisode, on va parler de transmission, de gastronomie, de leadership, mais aussi de ce que cela signifie de diriger une brigade japonaise en tant que chef français. Mais avant tout, Thierry, merci d'avoir accepté l'invitation. Je vais te poser 3 petites questions rituelles Ouais, dans ce podcast, à savoir la première, si tu devais résumer ta vie en un seul mot, ce serait lequel? un seul mot. Oh là, Un seul mot. tu vois, j'avais pas les questions au début, mais euh, chance. Chance? Ouais. D'accord. Parce qu'il Deuxième, en faut de la chance. Je pense que effectivement. les gens parfois croient que finalement les choses se mettent en place comme ça facilement, alors que je crois qu'il y a quand même une part de chance dans toutes les carrières. Est-ce qu'il ne faut pas la provoquer aussi des Ah ben fois, oui, cette bien sûr, il chance? faut la provoquer. Ouais. Venir au Japon a été une façon pour moi de provoquer la chance. D'accord. Deuxième petite question, du coup, quand est-ce que tu es arrivé au Japon et pourquoi? Alors, la chance que j'ai eue dans ma vie, c'est de me faire remercier par mes anciens patrons au Crayer. Oh, il y a 20 ans maintenant, donc il y a prescription, on peut le dire. Mais à l'époque, je n'avais pas le droit de dire qu'ils m'avaient remercié Ok, gentiment. Mais de toute façon, je suis toujours resté en très bon contact avec eux. Et en fait, 2 jours après mon premier entretien préalable de licenciement, j'ai été contacté par l'Imperial Hotel, un monsieur qui s'appelait Nakano-san, qui était à l'école Tsuji chez Bocuse en France. Et donc il m'a dit, tiens, l'Impérial cherche un chef pour rouverture de leur restaurant, il s'appelle Les Saisons. Et donc je me suis dit, tiens, incroyable, c'est vraiment une opportunité. En fait, c'est ça la vie, on est là et on a des chemins, donc on doit prendre à droite, à gauche, et il y en a qui prennent parfois toujours le mauvais chemin, et il y en a qui arrivent à prendre parfois le bon chemin, ce qu'on appelle la chance aussi. Et donc, je suis venu me présenter 2 semaines après. J'ai rencontré le président, qui était Monsieur Kobayashi à l'époque, et Monsieur Tanaka, qui était le grand chef de l'Impérial à l'époque. Et finalement, comme dans toutes les entreprises, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour, hein, en fait. En fait, dans toutes les entreprises, entre les hommes, si ça marche, c'est parce qu'il y a une histoire d'amour. totalement. Quand il n'y a pas d'amour, il ne se passe rien, quoi. Les choses ne marchent pas et puis on doit prendre un autre chemin. Donc j'ai rencontré ces gens-là, ils m'ont invité une semaine, j'ai dû faire un déjeuner pour le board, et puis je me souviens très bien, dans le protocole, c'était pas prévu que je rencontre le board, quoi. Et donc j'ai dit au maître d'hôtel à l'époque, j'ai dit, ah non, 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 j'ai dit, non mais moi Quand, je travaille. je me permets de te couper pour les personnes qui nous écoutent. Quand tu dis le board, c'est quoi Le exactement? board, c'est le D'accord. comité exécutif de l'Impérial. Donc j'ai fait mon déjeuner et à la fin du déjeuner, je me suis dit, tiens, je vais aller saluer mes clients. C'était mes clients, mes premiers clients du Japon. Et puis le maître d'hôtel m'a dit, ah non, non, c'est pas tout à fait prévu. Il a fait comme ça, il a tourné sa tête, il a fait Choto. Et puis finalement, j'ai dit, non, mais attends, moi c'est comme ça que je travaille, je peux pas concevoir les choses autrement. Donc je suis allé, j'ai fait le tour de la table, j'ai salué le président et puis tous les gens qui étaient là. Et puis ça a été des banalités pendant 3 minutes. Mm, mm, Et mm. puis je crois que ça a changé aussi les choses parce que le président, j'avais rendez-vous avec lui l'après-midi dans son bureau à 16 heures et il a dit à sa secrétaire après le déjeuner, ça je l'ai su bien après, il a dit, bon ben voisin, je viens de le rencontrer 3 minutes, ça suffit, c'est lui qu'on embauche. Voilà.
Ok. Au final, le culot t'a permis d'avoir un Bah, poste. oui, du culot, ou pas vraiment du culot, non, ma façon d'être, ma façon Ouais, de ouais, faire, ouais, ouais. ta personnalité Ouais, ouais, tout finalement. à fait, ouais. Et du coup, dernière question, que représente pour toi du coup le Japon? Que représente le Japon? Bah, ça représente pour moi la majeure partie de ma carrière, D'accord. puisque j'ai passé 20 ans au Japon, pas encore la majeure partie de ma carrière, j'ai passé 20 ans au Japon et peut-être 5 ans en France à travailler, puisque j'ai commencé à mon école hôtelière, j'avais 15 ans. En tout cas, ça représente pour moi une chance inouïe, la chance de rencontrer des gens qui sont là vraiment différents de ce qu'on a connu en France, une culture différente, une façon de faire différente. Au début, j'étais un peu surpris, voire parfois vraiment surpris. Et puis, au fil des semaines, des mois et des années, je me suis dit, mais c'est eux qui ont raison. Ok. C'est eux qui ont raison. Je suis arrivé, un exemple tout bête, je suis arrivé, machin, je connaissais pas du tout le Japon, je connaissais pas du tout comment ça se passait, et on m'a dit, bon, le midi, on ouvre à 11h30. 11h30, oh, c'est tôt, tiens. Bon, 11h, pourquoi pas, 11h30, c'est très bien. Et on ferme à 14h30 à l'époque, maintenant c'est 13h30, ça a changé. Et puis le soir, le dîner commençait à 17h30. Et là, 17h30, je me suis dit, quoi? 17h30? Mais c'est sûr, il n'y a pas un problème, quoi. Je me suis dit, j'étais vraiment surpris que les gens puissent venir dîner à 17h30. Et donc maintenant, avec toutes ces années passées au Japon, je me dis que mais finalement, c'est eux qui ont raison. Puisque quand on vient dîner à 17h30, 18h, on finit à 20h, 20h30, et on a toute la seconde partie de la soirée, quoi. On fait ce qu'on veut. Soit on rentre chez soi, on reste en famille, soit on va boire un verre avec les amis. En tout cas, on ne rentre pas à minuit, 1h ou 2h du matin, euh, un peu fatigué, et le lendemain, on a encore une journée à faire, quoi. Totalement. Voilà. Et est-ce que tu as l'impression que c'est également rythmé un petit peu, je te pose la question, hein, par le soleil aussi, là, tu sais, comme le soleil Oui, se tout lève à plus fait tôt et se aussi, couche oui, plus bien tard? sûr, ouais, tout à fait, ouais, par le soleil et par le travail aussi. Parce qu'il faut Ok. savoir que quand on est à Tokyo, les gens qui habitent assez loin, voire genre 45 ou Hmm. même une demi-heure de trajet en métro, je veux dire, quand ils ont un dîner d'affaires le soir, s'ils ont une demi-heure pour aller, une demi-heure pour revenir, le temps de se changer, machin, quoi que ce soit, euh, aucun intérêt. Donc ils restent sur place. Donc, ce qui fait que quand ils sortent du bureau à 5h30, 6h, 18h, eh bien, ils viennent directement au restaurant. Ça explique aussi Totalement. pourquoi les restaurants ouvrent tôt. Et justement, la gastronomie, la cuisine, hein, c'est vraiment vecteur de beaucoup de choses et je pense qu'on peut en apprendre davantage justement sur la culture japonaise. Tu parlais de choses qui t'ont surprise pardon, quand tu es arrivé. Ce sera l'occasion d'ailleurs d'en parler, de développer un petit peu le sujet dans ce podcast. Les amis, vous qui nous regardez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, à mettre un petit pouce bleu si vous nous regardez sur YouTube. Ça donne plus de visibilité bien évidemment à l'émission. Et si vous nous écoutez sur des plateformes de podcast, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles. Du coup, Thierry, nous, on va commencer un petit peu par le commencement. Ouais. Tu as commencé ta carrière à 15 ans. Moi, j'ai une question, c'est d'où elle te vient cette vocation? Euh, je crois que ça vient de ma grand-mère, qui était vraiment une grande cuisinière. C'était la chef de la maison. Ma mère ne cuisinait pas du tout. Mon père faisait un plat par an. Il faisait des langoustines à l'américaine pour Noël. D'accord. Il faisait que ça, mais c'était super, c'était fabuleux. Et donc, c'est ma grand-mère, je pense, qui m'a transmis cette envie. D'accord. Et alors, Hermine, elle s'appelait Hermine. Euh, et donc, à l'âge de 10 ans, on était en vacances avec mes parents dans le Lot et on est allé en Dordogne à Sarlat. Ok. Sarlat-la-Canéda. Et là, je me souviens, on est allé dans un restaurant un dimanche midi et on a eu la chance de visiter les cuisines. Et là, ça a été pour moi le choc. Le choc, vraiment le choc, parce que je suis rentré là-dedans, j'ai vu des casseroles partout sur le fourneau. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ici, quoi? Il se passe quelque chose dans cette cuisine. Et là, ça m'a vraiment impressionné. Et depuis ce jour, je me suis dit, mais voilà, c'est ça. Je veux faire cuisinier et je serai chef.
D'accord. C'est un peu comme les jeunes qui rentrent dans un cockpit d'un avion où il y a tous les boutons partout. Ils sont éblouis, quoi. Ils sont éblouis. Ben, moi, j'étais pareil, ébloui par les casseroles. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement du commencement de ta carrière, euh, vraiment Eh bien oui. jusqu'à cette arrivée au Japon? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors, oui, donc école hôtelière à Tours. Je suis né à Tours. Et donc, 2 ans d'école hôtelière avec le premier stage qui se passait au Sable d'Olonne, où là, pendant 2 mois, juillet et août, j'ai gratté les moules, épluché les pommes de terre et taillé les pommes de terre en frites D'accord. pendant 2 mois. Et c'était super, j'ai passé 2 mois extraordinaires. C'était la première fois que je partais de chez mes parents, donc tu peux imaginer que c'était une C'était nouvelle vie, ouais, ouais, hein. ouais. C'est fabuleux. Mais bon, j'ai quelques anecdotes quand même, on ne peut pas tout raconter parce que. mais il y en a certains s'en souviennent encore, mais non, c'était fabuleux. Et alors, j'étais payé 1000 et 1250 francs, 1000 francs en juillet et 1250 francs en août, parce qu'on avait plus travaillé en août. Et donc, quand je suis revenu, je me souviens, au mois de septembre, j'ai acheté ma première batterie, parce que je fais de la musique aussi, et Ok. j'ai acheté ma première batterie. Ok. Ouais, c'est une anecdote, mais bon. Et tu continues la batterie? Ah oui, toujours, on a un groupe ici à Tokyo, ouais. Ah, génial. Ouais, Ok. ouais. Et je sais que tu es passé par le restaurant Les Crayères. Alors ça, c'est après, ouais. C'est D'abord, après? d'abord, c'était le premier stage au Sable d'Olonne. Après, là, on est en juillet-août 80. Après, juillet-août 81, il y a 2 mois, et qui ont été importants pour moi, dans la Vienne, département 86, dans la Vienne, à Montcontour. L'Auberge du Lac, ça s'appelait, ça n'existe plus maintenant. Et le chef s'appelait Gérard, bizarrement. Et ce Gérard, il devait avoir 60, 65 ans. Et on dormait tous dans un moulin. Et Gérard, le chef, donc le matin à 7 heures, venait taper à la porte en disant: les garçons, le café est prêt. En gros, il nous apportait le café presque au lit, quoi. Donc, quand on démarre sa carrière et qu'on a la chance d'avoir un chef comme ça qui nous prend un peu comme ses enfants, quoi. Là, on était prêt à aller au combat avec lui, quoi. On était prêt à mourir pour lui. Et Tu justement, t'imagines un ouais, peu, ouais, non, ouais. mais l'état d'esprit qu'il a, il a su créer quelque chose comme ça. Et je crois que ça a vraiment conditionné ma façon de manager une équipe. Aujourd'hui, saison impériale, si tu demandes comment ça se passe dans mon management, mais moi, je les aime tous et je pense qu'ils m'aiment tous. Bah, tu parlais d'amour en Oui, c'est ça, ouais. introduction Non, mais et complètement, ouais. Non, mais on est complètement dedans, ouais. Ça va à l'encontre de ce qu'il y avait, de ce qui pouvait se passer à l'époque, dans les années 70-80, où on avait des chefs tortionnaires, mais des tortionnaires, des gens ouais, qui martyrisaient leur personnel. Et puis après, qui se disaient: ah, je comprends pas, j'arrive pas à trouver de personnel, c'est bizarre quand même, hein. On va pas citer de nom, mais il y en a. ouais, totalement. Et ce mode de management Et j'ai qui... toujours gardé cette façon de manager Ouais. l'équipe, quoi. D'ouvrir ses bras, d'accueillir, de recevoir, de donner, et en contrepartie, l'équipe te redonne. Et c'est une Et jolie c'est, forme, et ouais, c'est, et c'est de pas dur à travail. faire. Ouais. Franchement, c'est tellement facile et c'est tellement naturel. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont pu marquer, tu nous parlais du moulin de Gérard, qui ont pu marquer ta carrière justement avant d'arriver au Crayères? Alors, après, non. Après, j'ai passé 4 ans au château d'Artigny, en Touraine, qui était un des fleurons des relais châteaux à l'époque. Euh, j'ai fait une année d'armée entre ces deux années là, donc ça c'est une année d'armée qui était fabuleuse. Pour moi c'était super, on devrait remettre le service militaire, je pense, mais bon, Ok. c'est un autre C'est sujet. un autre débat. Ah ouais, non, mais ça permet de voir d'autres choses, de rencontrer des gens, de comprendre certaines choses. Ok. Cette année d'armée, pour moi, c'était super. J'ai adoré. Et puis ensuite, je suis revenu, donc j'ai fait 2 ans à Artigny, une année d'armée, 2 ans à Artigny. Et en 1985, j'ai rencontré ma femme, D'accord. Christelle, qui m'a accompagné et qui m'accompagne depuis 40 ans cette année. Ok. Parce que ça aussi, c'est important dans une carrière d'avoir quelqu'un qui est à vos côtés, qui vous Évidemment, soutient. évidemment. Voilà. Et puis, donc, après Artigny, je suis parti à Paris.
chez Jean-Paul Duquesnoy. Jean-Paul qui arrive au Japon, là, tiens, qui va faire chez Isetan à Shinjuku la semaine gastronomique ou quelque chose comme ça. D'accord. Jean-Paul qui était un chef fabuleux, extraordinaire. J'ai vraiment adoré cet homme. Et puis on est toujours resté en contact d'ailleurs. Et puis le restaurant s'appelait La Bourgogne. C'était au 6 avenue Bosquet dans le 7e arrondissement. Et un jour, un samedi soir, on a un grand chef français qui vient dîner avec son épouse, Eliane et Gérard Boyer. Et là, je me souviens très bien parce que Jean-Paul les avait invités à dîner et Gérard était venu saluer l'équipe en cuisine. Il avait fait le tour, c'est la première fois que je l'ai rencontré, il avait fait le tour de l'équipe. Et au moment de partir, il a sorti un billet de 500 francs. Ça s'appelait un Pascal à l'époque. Toi, t'es jeune, t'as pas connu ce que Ouais, non, c'était. j'ai pas connu. Enfin, j'ai connu Mais, les francs, mais. ouais, ouais. Non, mais 500 francs à l'époque, c'est l'équivalent de 500 euros aujourd'hui, Oui, quoi. bien sûr. Donc, il a sorti ça, il a donné à Jean-Paul, il dit, tiens, ça, c'est pour l'équipe. Et là, on a regardé ça, on s'est dit, oh, quelle classe, quoi. Et de toute façon, ils étaient déjà très élégants et très classieux, juste à les regarder, hein. Et donc, là, c'était un premier petit coup de foudre pour Gérard. Et puis donc, quelques mois après, Jean-Paul me dit, dis donc, Thierry, est-ce que ça t'intéresse d'aller travailler dans un 3 étoiles? Voilà, moi j'avais 23, 24 ans. 24 ans, ouais. Donc là, je lui dis, mais mais bien sûr, évidemment, je fais ce métier depuis presque 8, 9 ans maintenant, en me disant un jour, je vais travailler dans un 3 étoiles. Ça a toujours été un peu l'objectif, Oui, travailler bien dans les sûr, ouais, étoilés. ouais, 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 tout à fait, ouais. Et là, il me dit, bah, écoute, tu vas à Reims, tu vas rencontrer Gérard Boyer, tu vas te présenter, et puis voilà, donc quelques jours, quelques semaines après, je me souviens, un samedi, donc je suis allé à Reims en appelant les Crayères, en disant, bah voilà, je viens de la part de Jean-Paul Duquesnoy, je voudrais rencontrer Monsieur Boyer. Il m'a dit, bah très bien, venez samedi. Et là, j'arrive à Reims. On est au mois de juin. Et puis, juin 88, donc. Et puis, j'arrive, on m'installe en terrasse. Il faisait très beau. Et Gérard arrive. Il me salue, on salue, machin. Il s'assoit en face de moi. Et il me dit, on est bien là, hein. Tu vois, on est bien là, comme ça. C'est la première chose qu'il me dit, à part le bonjour, évidemment. Et là, je lui dis, oui, effectivement. Donc, moi, j'avais mon petit costume, ma petite cravate, j'étais tout beau. Et je vois cet homme qui me dit, on est bien là. Et il me dit, tu vas voir, ici, tu vas te plaire. Ici, tu vas te plaire. Et donc, bah, moi, je buvais ses paroles, quoi, hein. Ouais, Donc, il ouais. m'a dit, bon, bah, écoute, t'embauches, mois de septembre. Donc, le 6 septembre, un mardi 6 septembre, je suis arrivé à je sais pas, 16 heures aux Crayères, comme ça. Et j'ai démarré l'aventure aux Crayères. Et Christelle, elle est venue avec moi à Reims. Elle a trouvé un travail à Reims également. Et on est resté 16 années avec Eliane et Gérard. Et Gérard a été pour moi euh, l'homme Comme un clé, mentor. oui, le mentor, l'homme clé de ma carrière. Et celui qui m'a épaulé, celui qui m'a mis le pied à l'étrier, celui qui m'a aimé, celui qui m'a dirigé. Enfin, je lui dois tellement. Et il y a eu Je du lui dois coup, beaucoup, ouais. ouais. Et justement, ensuite, il y a eu cette opportunité au Japon, Ouais. dans le restaurant dans lequel tu travailles encore actuellement. Tu nous parlais, hein, tu nous disais tout à l'heure que quand tu es arrivé justement au Japon, tu as été surpris dans le bon sens par pas mal de choses. C'est en 2005 que tu arrives. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce qu'on n'est pas rentré dans les détails tout à l'heure, ce qui t'a le plus surpris quand tu es arrivé? Le plus surpris, alors dans une ville comme Tokyo, un pays comme le Japon, ce qui m'a surpris tout de suite dès le départ, c'est la douceur. Douceur de vivre. D'accord. Ouais, peut-être qu'ils vont me regarder en disant, ah, mais où est-ce qu'ils trouvent de la douceur? Non, mais une ville de plus de 40 millions C'est ça, d'habitants, ça bouge. oui, ça bouge, c'est censé bouger et tout, mais j'ai été surpris par cette douceur, la façon dont les gens se comportent. Euh, Pas d'agressivité. C'est-à-dire, depuis 20 ans, moi, j'ai jamais vu une rixe dans Tokyo. Jamais. Jamais vu des gens s'invectiver ou
ou se bagarrer ou quoi que ce soit, quoi. Et ça en dit long sur la culture et sur ce pays, ça. Évidemment. Évidemment, tu vas en France, tu vas à Paris, il va pas se passer une journée où tu vas pas voir ça, quoi. Les gens qui vont s'agresser verbalement sur la route ou quoi que ce soit, Ah, totalement. complètement. Et justement, tu parles de douceur. Est-ce que... Douceur, respect. Ouais. Parce que le respect, c'est ça, c'est finalement respecter l'autre, euh, ne pas le heurter, ne pas provoquer de vagues, en fait. Mm, mm. Et on retrouve ça aussi dans l'entreprise. Bah, Dans c'était les la question entreprises. que j'avais envie Oui, de on te retrouve poser. ça dans Ouais. l'entreprise. Alors, avec ce côté positif, mais il y a aussi un côté négatif. Il y a aussi le revers de la médaille. Quand on veut pas de vagues, ça veut dire que dans une équipe, par exemple, il est possible, mais il est même sûr, que le 1 supérieur hiérarchique ne fera pas de remontrance à son subalterne parce que justement, il n'a pas envie de le heurter, il n'a pas envie de provoquer de vagues, des choses comme ça. Alors moi, par contre, j'ai toujours gardé mon esprit français et quand quelque chose ne va pas, je vais aller directement au contact et expliquer pourquoi ça ne va pas. Et c'est justement beaucoup de personnes dans ce podcast qu'on a pu inviter qui nous relayaient un petit peu la même information. C'est le cas de Pauline Léniaud qu'on a également interviewée et qui nous disait c'est vrai que là où par exemple en France remonter un problème ou même comment dire, communiquer avec les équipes ça peut se faire hyper rapidement. Au Japon ça va être beaucoup Alors, plus oui, compliqué. ça va Alors, être beaucoup plus compliqué. et tu parlais de douceur, mais moi j'ai un peu cette impression du monde du travail japonais qui est justement assez, comment dire, pas compliqué, mais peut-être un peu plus violent qu'en France. Est-ce qu'en cuisine c'est pareil? Ah non, C'est plus doux? mais en tout cas pas chez nous. Ouais. Ah ben non. Non, c'est doux chez nous. Parce que même là, j'allais C'est dire. convivial, nous Ouais. on est une famille. Nous. Non mais sérieux, non mais je plaisante toujours avec les enfants, je les appelle les enfants, c'est mes enfants, ils pourraient être mes enfants tous. Mais je dis toujours avec eux, on est une équipe, on est une équipe. Et là, ils vont, si vous allez leur poser la question, mais les saisons, c'est une équipe, et là ils vont tous vous répondre, non, on est une famille. Ok. On est une famille, Kazoku desu. Et ben c'est super, je trouve ça super chouette Ouais, ouais, justement ouais, d'avoir ouais. véhiculé. Non, non, franchement, on est soudés, mais je me rends compte encore des choses. Quand je suis arrivé, une anecdote, quand je suis arrivé au début, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, mais en France, on avait toujours dans l'équipe, assez souvent, un trou, un mec qui n'est pas là, il est malade, il s'est coupé, il y a un problème familial, il y a une chose comme ça. Et là, quand je suis arrivé au Japon, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il n'y a jamais de trou, il manque jamais quelqu'un en cuisine. Alors je me suis dit, mais c'est pas possible, ils sont jamais malades, ils ont jamais la grippe, ils ont jamais une bronchite, ils ont jamais un problème gastro, quoi que ce soit. Et je me suis rendu compte finalement que, en fait, celui qui pouvait pas venir travailler aujourd'hui était remplacé au pied levé par un autre qui était en congé ce jour-là. Ok. De façon à ne pas déstabiliser l'équipe, de façon à ce que finalement la finalité, c'est quoi? C'est le client. C'est le bonheur du client, servir le client. Donc, c'est inconcevable, je reviens au Japon, de ne pas pouvoir satisfaire un client. Donc, s'il manque quelqu'un en cuisine, il sera remplacé, et moi, je ne suis pas au courant, je ne m'en suis jamais occupé, et il se remplace au pied levé, quoi. Et l'autre viendra lui reprendre un jour de congé à sa place et tout, ils s'arrangent entre eux. Et Mais ça, juste- c'est ouais, ouais, ouais. incroyable, quoi. C'est-à-dire, quel état d'esprit, quoi. C'est fabuleux, quoi. Et il y a justement un équilibre que tu viens de nous partager à travers cet exemple. C'est vrai que moi, par exemple, j'ai déjà travaillé, avant d'être sur les réseaux sociaux, qui est mon métier aujourd'hui, j'ai travaillé en job étudiant et même une petite année dans un restaurant semi-gastronomique, hein. À Et Tokyo? non, 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 en en France. France? Et justement, ça me parle beaucoup parce que il y avait alors aucune cohésion dans les équipes. Si quelqu'un était, par exemple, malade, Eh ben, il y a un trou dans l'équipe. ouais, on nous prévenait pas. Ah Du ouais, il y a un coup, trou dans l'équipe complètement. Alors ça, qu'ici, mais jamais, les clients, jamais, c'est jamais. ça, les clients du coup étaient embêtés. Ben, les Même clients sont l'équipe, pénalisés quelque c'est ça. part. L'équipe Si aussi. on a besoin d'être, si au poste de l'avion, on a besoin d'être trois pour faire le service, ils n'ont jamais fait le service à deux. Ouais, Jamais. totalement. Et justement, tu nous parles de toutes ces choses un petit peu qui t'ont
heurtée, dans le bon sens, qui était différente de ce que tu as pu connaître en France. Toi, comment elle s'est passée un petit peu ta transition, France-Japon, que ça soit un peu sur le plan personnel aussi et professionnel, parce que tu passes d'une culture à une autre avec des équipes qui sont du coup qui ont comment dire une culture différente. Comment ça s'est passé pour toi cette Bon, transition? pour moi, c'était facile. D'accord. C'était facile. Quand je suis parti au Japon, beaucoup de mes anciens collègues m'ont dit, mais Thierry, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu vas au Japon? Mais t'es fou! Mais t'es fou, tu te rends pas compte là-bas, ils travaillent toute la journée et tout. Mais j'ai dit, mais attends, moi le travail, c'est pas une maladie. Je veux dire, ça me pose pas de problème de travailler. Donc c'est déjà, c'est une passion, c'est un plaisir. Donc je suis venu ici et puis je me suis rendu compte que finalement, ils travaillent, oui, ils travaillent beaucoup, ils s'investissent et tout. Mais j'ai trouvé ça fabuleux. Pour moi, c'était facile. Pour moi, le choc culturel, il a été quand je suis retourné en France. 2 ans D'accord. après, quand je suis revenu, c'est là que je me suis rendu compte. Non, mais le choc culturel, il est quand on revient au pays. Ça me parle beaucoup, le choc culturel inversé. Mais oui, complètement, ouais. Parce que pour moi, le Japon, c'était ma nouvelle famille, mon nouveau pays. Et quelque part, encore aujourd'hui, j'ai tellement d'amour pour ce pays. Je me dis des fois, mais c'est pas dire que j'oublie la France, mais parfois la France me dérange, ouais, Mm, me mm, mm, gêne mm. dans sa façon de faire. Il suffit de voir aujourd'hui ce qui se passe, par exemple, au gouvernement. Quand on voit ça, on se dit, mince, c'est quand même une Totalement, très ouais, ouais. mauvaise image qu'on donne de notre pays, quoi. Bon. Et justement, tu nous parlais un petit peu de choc culturel inversé. Moi, ça m'intéresse du coup d'approfondir un petit peu la question. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus En quand France, quand t'es rentré t'as passé 2 ans au Japon. l'agressivité qu'on peut ressentir quand on est en France. Ok. Ouais. Bah, J'avais moi, par pas. exemple, il y a la propreté Mais aussi bon, qui m'a... oui, la propreté aussi, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, tout à fait. C'est vrai que quand on se promène à Tokyo, il n'y a pas un papier, il n'y a C'est pas un vrai, c'est mégot. vrai. Et pourtant, il n'y a pas une poubelle. C'est dur Il n'y a de pas les de trouver, poubelle effectivement. dehors, hein. Et du coup, t'es arrivé en 2005. Euh, tu as dirigé du coup l'Imperial Hotel de Tokyo en cuisine. Quelle relation tu nous disais? Moi, j'ai beaucoup d'amour, on est une famille. Comment tu as pu construire cette relation? Parce que ça n'a pas dû être inné non plus. C'est pas, t'es arrivé. Alors aujourd'hui, on est une famille. Tu as cette preuve sociale, entre guillemets, et prouver que tu vas pouvoir diriger cette Alors, équipe. ça s'est mis en place très facilement. En Ouais, fait, une chose qui est importante, c'est que j'avais un bagage professionnel. ouais, d'accord. C'est-à-dire que quand j'ai 40 ans et puis que je termine mon parcours au Crayères, j'ai 40 ans, j'ai un bagage professionnel, j'ai 16 ans dans un restaurant 3 étoiles, 10 ans en tant que chef. Donc, pour moi, je n'avais pas d'inquiétude. Je Mm, ne mm. m'inquiétais pas pour ma carrière. La preuve, c'est que 2 jours après, j'avais une nouvelle place, quoi. Et puis, quand je suis arrivé ici, donc, quelque part, j'avais une légitimité, entre guillemets, en se disant, ben, voilà, le chef qui arrive, il a du bagage C'est ça. professionnel. Les gens avaient beaucoup de respect et Donc d'admiration. ça s'est fait très très facilement. Je suis arrivé donc aux saisons, j'ai pris possession du lieu et Monsieur Tanaka, donc le grand chef de l'époque, m'a donné vraiment une carte blanche quoi, en disant mais D'accord. attends, c'est ton restaurant. Voilà, tu le fais à ta manière, à ta façon, tout, tout. Parce que je sais que la communication, elle est par exemple un peu plus implicite au Japon, là où en France, et j'imagine encore plus dans les cuisines, dans les moments de Oui, rush, mais c'est très on direct. sent les choses, on sent les choses. Je veux dire parfois un regard suffit pour comprendre. Mais peut-être dans la culture française, est-ce Non, que mais même au c'est Japon. pareil au Japon? Même s'ils évitent parfois de se croiser et tout. Mais c'est ça, c'est Justement, que... mais justement, ce non-regard fait qu'on comprend facilement ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. D'accord. Ouais, complètement. Il suffit d'avoir un peu de sensibilité pour comprendre comment vont les choses, comment ça se passe. Et du coup, il y a cette même cohésion dans l'équipe, même si toi, par exemple, t'es pas là. Enfin, par exemple, les gens peuvent avoir ce rapport avec toi, mais est-ce que entre eux, ça se passe également comme ça? Euh, Ça devrait se passer comme ça. Ça En devrait? tout cas, c'est comme ça que ça devrait se passer. Il est possible que ça se passe différemment si le chef d'orchestre n'est pas là, mais depuis 20 ans, j'ai jamais eu de problème
dans la brigade. D'accord. Jamais eu une brebis galeuse dans la brigade. C'est ce que je me suis demandé parce que c'est vrai qu'en France, hein, et même je pense dans les autres... Non, Dans les autres... ouais. la brigade, c'est une meute. C'est une meute. Mm, mm, C'est une meute, et pour rentrer dans la meute, eh bien, il va falloir montrer patte blanche et adhérer à l'esprit de cette meute, quoi. Et quand on est dans la meute, c'est là qu'on est rentré, on rentre dans la famille. Là, on est accepté. Mais pour rentrer dans la meute, eh bien, il va falloir adhérer, il va falloir comprendre, il va falloir faire le travail, faire le job, se prouver à soi-même et prouver aux autres qu'on est capable de faire ce job pour lequel on a été embauché. Quand on est capable de le faire, voilà, il n'y a aucun souci, quoi. Ok, et il n'y a Aucun jamais eu problème. de malentendu Non, il n'y a jamais eu j'ai eu de problème dans la brigade. ouais, de malentendus même qui peuvent être, par exemple, à cause des différences Non, culturelles. non. Et c'est parce que tu as réussi aussi à t'adapter. Et je pense que ça a été un échange, comme tu le dis. Oui, je me suis adapté, j'ai adapté ma façon de faire aussi, j'ai adapté ma cuisine, j'ai évolué, j'ai regardé, j'ai écouté, donc j'ai aussi, mais j'ai Ok. tellement appris, Et est-ce que au tu, niveau professionnel et au niveau humain, hein. et est-ce que tu peux nous dire justement comment elles se traduisent, ces évolutions? Eh bien, moi, si je viens pas au Japon, je suis pas capable de cuisiner comme je le fais aujourd'hui. Ok. Ben, ça, c'est sûr, c'est sûr. Je suis pas capable de faire des mariages que, que je fais aujourd'hui si je viens pas au Japon. Des choses qui sont surprenantes parfois. Et maintenant, c'est comme ça que je conçois un peu la cuisine, où ma base, elle reste quand même classique, mais j'ai des éléments perturbateurs, j'appelle ça, qui viennent un petit peu taper dans le plat et taper aussi dans l'inconscient du client en se disant waouh, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. C'est quand même incroyable d'avoir osé faire ça. Comme exemple, marier de l'agneau avec des coquillages et des algues, Ok. par exemple. Marier, ah si, on a fait un très beau dessert. Un jour, on va en France, on va à Bordeaux. On avait fait le championnat du monde de pâté en croûte. On a gagné avec mon petit Mano qui est champion du monde Ok. il y a 10 mois. Et la première année qu'on a fait ce concours, on est allé à Bordeaux, on est allé manger chez Philippe Etchebest. Et là, mon fils, qui travaille chez Philippe Etchebest, me dit oh, dis donc, papa, le chef, il fait une tarte au chocolat avec un accent d'anchois. Waouh. Et là, je me suis dit waouh. J'ai pas goûté, hein. Et je suis rentré et j'en ai parlé à mon pâtissier. J'ai dit tu sais, au fait, mon fils m'a dit que chez Etchebest, il faisait une tarte chocolat qui était magnifiée avec de l'anchois. Ah, il m'a regardé. Je lui ai dit, mais il faut il faut qu'on trouve quelque chose qui aille dans cet esprit-là. Et donc, on a fait une tarte chocolat et on n'a pas utilisé d'anchois, évidemment, parce que ça avait déjà été fait, donc on voulait faire autre chose. Et là, on a fait une tarte chocolat. Alors, je vous invite à venir la goûter, franchement. Chocolat, praliné, caramel, avec une glace katsuobushi. Ok. Et justement, j'allais dire, les ingrédients, toi, tu te les procures comment? Oh ben, C'est pas difficile, non, du coup, non, t'es bah, pas... on est démarché Ouais. continuellement, tous les jours. Quand on a tous les maraîchers, les poissonniers, les maisons de viande et tout ça viennent nous voir pour nous proposer leurs plus beaux produits, hein. Ok. Les fromagers, on a des fromages fabuleux, C'est ce franchement. qui me manque ici, hein. Bah, nous, ça nous manque pas, mais je parlais hier soir avec des clients, on a quatre fromages sur le plateau, mais c'est vraiment quatre beaux fromages, quoi. On a un comté 48 mois, on a un Stilton, fromage bleu anglais qui est fait à base de lait cru, justement, celui-ci, pas de lait thermisé. Voilà, des choses comme ça, quoi. Et justement, tu nous parlais de ce dessert qui symbolisait un petit peu les deux Complètement. cultures. Oui, ça symbolise les deux cultures, mais une façon de faire, une façon de voir, en se disant, ok, base classique, pas 36 éléments, deux, trois éléments, mais dont un élément, ce que j'appelle l'élément perturbateur dans un plat, qui va venir vraiment, waouh. Ok. Et justement, plus globalement, ta cuisine, tu pourrais nous la décrire comment aujourd'hui? Est-ce qu'il y a du coup, toujours ces éléments perturbateurs dont tu nous parlais juste précédemment? Souvent, Ouais. souvent. Parfois, non, on retrouve pas ce plat, mais assez souvent, ouais, assez souvent. Euh,
La cuisine, là, aujourd'hui, pour moi, c'est 3 règles de base. C'est vraiment important. C'est un produit fabuleux, un assaisonnement, une cuisson. Ça, c'est 3 critères. Je veux dire, ceux-là, tu peux pas les oublier, quoi. Quand tu cuisines, tu peux pas zapper un de ces 3 critères. Déjà, ça, c'est la base. Une fois qu'on a ça, après, c'est là qu'on peut apporter notre élément perturbateur. Là, c'est pas dur, c'est pas compliqué. Ça l'est quand même, Non, non, j'imagine. non, mais c'est, Tout le monde n'a pas j'en parle comme cet ça. art. Non, mais ça se fait, cet art, je le fais depuis 45 ans, donc Mhm. quelque part, j'ai aussi euh, peut-être un peu plus de facilité de le maîtriser un peu mieux maintenant, quoi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chefs qui voyagent un petit peu à travers l'Asie pour trouver un petit peu des sources d'inspiration. Est-ce que toi, tu puisses toute ton inspiration de la cuisine, par exemple, japonaise et de ce que tu peux voir au quotidien, ou tu vas même chercher ailleurs? Comment tu crées Non, tes ouais, pas recettes? que le Japon. Le Ouais, Japon m'inspire beaucoup, évidemment. Les produits japonais m'inspirent beaucoup. Je veux dire, quand même, ma base, elle reste quand même classique. Elle reste quand même classique française, quoi. d'accord. C'est-à-dire que Et c'est c'est ce qui comme plaît au un, Japon, comme j'imagine. un, un musicien, eh ben, il a sa base. Un musicien qui fait du classique, il a sa base de classique. Il a fait ses gammes et il a appris son solfège. Donc aujourd'hui, après, il peut aller se balader un petit peu à droite, à gauche. Il peut prendre. J'ai un très bon ami en France qui s'appelle Jean-Michel Bernard, qui est un pianiste virtuose, qui a repris. Qu'est-ce qu'il m'a fait l'autre jour? Il m'a envoyé une bande où il reprend avec son épouse qui est japonaise, Mission Impossible, parce que c'est un grand truc de Laszlo Schifrin, où il reprend Mission Impossible et il le fait en version bossa nova, quoi. Et là, je me suis dit, waouh, c'est incroyable, quoi. Ça prouve que quand on maîtrise ses bases, après, on peut parfaitement et facilement aller vers prendre d'autres chemins et refaire la même chose, mais de façon différente, mais en gardant l'essence même. En gardant l'essence même. Totalement. Ouais. Tu nous disais que le Japon avait changé un petit peu ta manière de voir ton métier. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça a changé ta perception? Oh, elle est compliquée cette question finalement. En quoi ça a changé la façon de faire mon métier? Ça n'a pas changé finalement la façon de faire mon métier. Je l'ai fait comme je l'ai fait aux crayères. Sauf que je trouve que c'est plus facile à faire au Japon. Pour moi, c'est plus D'accord. facile à gérer au Japon. Plus facile de gérer la cuisine des saisons que de gérer la cuisine des crayères. Et pourtant, Dieu sait si on avait une belle équipe aux crayères, hein. On a une belle équipe aux crayères, c'était une autre époque, c'était pas les mêmes gens, c'était pas des Japonais, c'était des Français avec tout ce que ça peut comporter comme avantage et comme défaut, Ouais, totalement. tu vois. Totalement. Donc quelque part, j'ai pas vraiment changé ma façon d'être, hein. Bah justement, je pense que c'est la raison pour laquelle aussi ton restaurant fonctionne. C'est Oui, ça que marche bien, ouais, ça marche très bien, ouais, ouais. c'est Non, qu'il y a mais ton empreinte, ta oui, tout à marque. fait. Et puis après, une chose qui est aussi importante dans ma façon de faire, ma façon de cuisiner, et ça, je te l'ai dit tout à l'heure, quand je suis venu me présenter, je suis allé voir mes clients. Donc, les gens qui me connaissent ou les gens qui viennent déjeuner ou dîner aux saisons, si je suis pas en congé, ils savent que je vais venir les saluer. Quand ils vont arriver, je vais leur avoir un petit mot gentil. Je vais aller les voir pendant le repas. Je vais les voir à la fin du repas. Donc, je suis constamment avec eux. Je les accompagne. Et c'est une réelle expérience finalement parce que j'ai l'impression qu'au Japon, quand tu vas au restaurant, le chef va être discret, les équipes sont discrètes, Oui. même le service Ah est oui, tout le oui, temps tout à fait. discret. Alors que finalement, je crois que les Japonais, ils adorent ça, qu'on vienne vers eux, qu'on s'ouvre un petit peu vers eux, qu'on vienne vers eux, qu'on leur donne de l'amour, des sentiments. Je pense qu'ils adorent ça. Parfois, parfois, il y a justement cette culture qui fait qu'ils peuvent être un petit peu en retrait, mais quand on va vers l'autre et qu'on va vers lui et qu'on ouvre ses bras, eh bien, je pense qu'il est très réceptif. Je pense qu'il est très réceptif et il aime beaucoup, finalement. Finalement, le japonais, comme tous les autres, il a besoin d'amour. Mm, mm. Et c'est quoi, on va dire, le plus grand enseignement que t'as tiré, que t'as appris de toutes ces années ici? L'enseignement le plus important que j'ai appris au Japon. Tiens, tu m'as pas donné les questions avant, hein. L'enseignement le plus important que j'ai appris au Japon, bah, c'est d'aller vers l'autre, Ouais. finalement. D'être soi-même, d'aller vers l'autre. Et puis ça se passe toujours bien, quoi.
Là où en France, peut-être que c'est plus facile, c'est plus naturel. Alors, en France, c'est plus naturel, mais c'est plus compliqué aussi. Les clients sont un peu différents. Aujourd'hui, si tu me demandes de choisir entre une clientèle japonaise et française, je vais prendre la clientèle japonaise. Pourquoi? Bah, parce que je les trouve beaucoup plus, finalement, beaucoup plus abordables, beaucoup plus sensibles aussi, peut-être. Euh, ouais, j'aime beaucoup cette clientèle japonaise, hein. Et c'est hyper intéressant justement de dire ça parce que j'aurais eu l'impression que, tu vois, par exemple, en France, les clients seraient peut-être un peu plus réceptifs. Ils s'attendent justement à peut-être quelque chose, là où au Japon, les clients, est-ce qu'ils Bah, s'attendent justement, vraiment? au Japon, ils C'est s'attendent ça, pas. Ils s'attendent c'est pas. ça. Ceux qui connaissent pas notre établissement et qui viennent pour la première fois, c'est vrai que quand ils me voient arriver, je viens saluer les clients. J'ai vraiment très souvent, c'est oh, le chef qui vient nous saluer, quoi. Donc ça, ils voient pas ça beaucoup dans d'autres restaurants. Ouais, Donc ouais. c'est un plus. Pour moi, c'est un plus. Et C'est bah, un ouais, ouais, plus, ouais. ouais, mais vraiment, hein. Et je crois même que c'est même important pour notre business. Je parle économiquement parlant. Je pense que si le client il voit avant que je salue, Ouais, quelque c'est part, génial. il va être rassuré. On va le mettre dans les bonnes conditions et il va peut-être un peu plus ouvert. Il va se dire, ah, tiens, je suis avec ma femme et on va se faire plaisir ce soir, quoi. Totalement. Tu vois, et peut-être qu'on le retrouve peut-être sur la note du client. Ah bah oui, c'est clair. Peut-être. Oui, oui, oui. Et c'est vrai qu'au Japon, est-ce que ça tips? Parce qu'on a cette idée que justement ici, il n'y a pas trop cette culture du Non, pourboire. non, non, non. Ici, franchement, pour boire, c'est très, très rare. D'accord. Très, très rare. Ok. Donc Ouais. il n'y a personne qui pourrait lâcher justement bon, pas 500 francs, mais c'est Ah plus. non, non, Ouais. non, non, non. De temps en temps, en fait, il n'y a pas ou peu de pourboire. Ce qu'on a, c'est des cadeaux. D'accord. Des cadeaux, ouais. D'accord. Des cadeaux, ce qu'on appelle les omiyage. Donc ça, il y en a beaucoup, énormément, tous les jours. Après, aussi des clients qui m'ont offert des bouteilles de vin. Ça arrive. Bouteilles de vin, des bouteilles de saké, des bouteilles de champagne. Ok. Les gens savent que j'aime le champagne. Donc ils savent te faire plaisir. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Bah, merci beaucoup Thierry, merci aux personnes qui ont écouté ce podcast. C'était hyper intéressant de voir un petit peu aussi l'autre côté du miroir, comment ça se passe pour diriger des équipes. Ouais, Euh, ça se passe bien, ça se ouais, passe et facile, bah ouais. Et c'est c'est facile. ouais, c'est ça. Et bah C'est c'était facile. Et pour un jeune qui va démarrer dans le métier, je vais dire, hein, mais vraiment le conseil, je le donne à mes enfants aussi, j'ai deux garçons qui ont 34 et 31 ans, c'est oser. Il faut oser. Moi, j'ai osé venir au Japon. Tu vois, donc il faut oser. C'est pas quand on va arriver, j'ai 61 ans aujourd'hui, mais c'est pas quand on va arriver à 61 ans. T'imagines si aujourd'hui j'ai 61 ans, je me dis, ah, mon Dieu, mince, si j'avais su. Ah, ou alors j'aurais dû. Ah, quelle horreur. Quelle horreur. Quand on arrive à cet âge-là et puis qu'on se dit, oh là, j'aurais dû. Oh là, mon Dieu, c'est terminé là. ouais, vaut mieux faire les choses que regretter de ne pas les avoir Tout à fait. fait La chose sauce, ce finalement. qui peut se passer, c'est que ça marche pas quand on tente, quand on ose. Quand on n'ose pas, bah, c'est sûr que ça va pas se passer, quoi. Il va rien se passer. Et c'est finalement un précieux conseil parce que je pense que l'un des domaines qui attire le plus de Français au Japon, c'est la cuisine. Il y a beaucoup de Ouais, jeunes non, mais qui que ce rêvent soit dans de... n'importe quel domaine, je veux dire, oser. Oser, je veux dire, mais même pour tous les jeunes qui nous écoutent, franchement, je vous le dis, vous ne pouvez même pas imaginer les capacités qui sont en vous. Eh Vous ne ben pouvez pas merci, imaginer ouais. ces capacités et ce don et ce potentiel qui est en vous, quoi. Donc, allez-y. Eh ben merci beaucoup Thierry, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté Merci. ou regardé cet épisode jusqu'à la fin. Et nous, on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel invité de qualité. Merci beaucoup.